Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce nouveau numéro de Géopolitique. Nous allons aborder aujourd'hui les sanctions économiques contre la Russie. Je serai accompagné, comme vous le savez, de notre consultant maison, M. Etoga Messina. Monsieur Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation une fois de plus. C'est comme chez moi maintenant. Une série de sanctions économiques mises en place à partir de 2014 par les États-Unis, l'Union européenne et les institutions et pays occidentaux et mondiaux. Suite à la crise ukrainienne, est-ce que le package des sanctions ont réellement atteint les objectifs? Ça dépend du point de vue et de l'angle qu'on va situer la réponse. Et prendre par exemple un personnage pour montrer que les décisions ont eu des objectifs atteints. Si on se met au niveau de l'Union européenne ou de l'Occident, on va estimer que oui, les sanctions ont porté leurs fruits. Au niveau de la Russie, on va mitiger cela en termes d'impact que cet embargo, puisqu'il s'agissait de cela en 2014, quand l'Union européenne énonçait les différentes sanctions sur le domaine agricole russe. Et donc, comment est-ce que la Russie a géré cet embargo-là montre qu'elle a su tenir du bon doigt et elle a su mettre en place quelques éléments permettant à ce que son économie ne flanche pas et qu'elle soit toujours debout et mène même aussi une activité au-delà de ses frontières, telles qu'en Syrie et dans le Donbass. Donc, les sanctions énoncées ont porté certains fruits en fonction du regard qu'on peut porter sur l'ensemble des sanctions portées au niveau de la Russie. C'est un peu ce que je peux dire sur la question. Oui, justement, la Russie a mis en place des contre-sanctions, notamment un embargo alimentaire en 2015. Les exportations de la France sont passées de 386 millions de dollars à 23,3 millions de dollars. L'euro paye-t-elle finalement le prix au même titre que la Russie? Est-ce que la Russie a payé le prix au même titre que l'euro, puisqu'elle est perdante au finish? Non, non. Ici, il faut mettre en lumière le côté patriotique des Russes qui, au regard des sanctions qui ont été portées sur leur pays, ils ont mené une politique qui les a poussés tout simplement à jouer à ce qu'on appelle en langage technique le protectionnisme. Ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes, protéger leur économie en développant des matières qui sont nécessaires ou bien indispensables, j'ai envie de dire, pour leur épanouissement ou bien alors pour leur bien-être. On parle de l'agriculture. C'est en 2014, suite aux sanctions, que la Russie s'est mise à développer tout un pan de l'économie, sur les céréales, par exemple, au blé. C'est là où elle développe toute son économie, bien qu'ils aient pensé cela avec l'avènement de Poutine au pouvoir dans les années 2000. Mais cela prend une ampleur après les sanctions de l'Union européenne parce que la Russie importait beaucoup de ces éléments-là. Avec les sanctions maintenant, elle se recroqueville sur elle-même. Et la population civile accompagne le politique, donc il y a une cohésion entre le politique et l'organe dirigeante pour mener à bien cette contre-offensive cette contre-offensive, j'entends sur l'embargo qui a été énoncé sur la Russie. Et donc cette manière que la Russie a réussi à capter l'attention de son public face aux sanctions qui sont venues et implémenter des politiques en apportant une certaine aide au niveau des artisans, des agriculteurs, facilitant l'apprentissage des nouveaux métiers, et tels que, par exemple, en 2014-2015, vous avez des Russes qui ont commencé à apprendre comment fabriquer du fromage. Et donc, c'était un secteur d'activité qui était ouvert à la compétition en interne. Et
à travers cela, vous avez des produits occidentaux qui sortaient du marché européen. Par exemple, la France qui a en partie beaucoup avec la sortie de quelques de ces entreprises sur le marché russe. Et c'est pourquoi ils ont perdu autant un montant aussi colossal. Mais les sanctions, les conséquences sont bien réelles. Le marché intérieur russe, il en pâtit. Il y a une augmentation de l'inflation en Europe, la réduction du prix alimentaire. Comment la Russie s'est-elle adaptée finalement? Tout part Si aujourd'hui vous êtes confronté à quelques difficultés, il faut d'abord que vous analysez ce qui vous met en difficulté. Et aujourd'hui, la Russie a analysé que c'est l'Europe, ou alors non pas l'Europe, parce qu'elle considère qu'elle n'est pas en conflit avec l'Europe, mais les États-Unis qui mettent en péril sa stabilité. Et pourquoi les États-Unis mettent en péril sa stabilité? Justement parce qu'elle est envieuse de ses richesses, envieuse de ses matières premières et envieuse beaucoup de sa population qui se veut aussi être un élément fondamental dans la géopolitique quand on parle de population, de superficie territoriale et consorts. Et donc ici, la situation même déjà de la Russie est problématique. Et donc, ayant pris conscience de cela, ils ont développé les moyens nécessaires pour se sortir de cet étau que la France, les États-Unis et l'Angleterre aimeraient les placer pour mieux encadrer leur velléité de développement et leur velléité même d'expansion au niveau international ou bien d'expansion de leur civilisation auprès d'autres peuples. Et donc, la Russie ici a mené certaines batailles et ça a échoué par le passé avec, par exemple, le pacte de Varsovie qui a connu une certaine déculottée avec l'existence de l'OTAN qui continue à mener son expansionnisme aux portes même de la Russie. Et que faire la Russie? Réagir ou bien se plier? Donc ici, il y a un certain climat de conflictualité qui existe entre la relation que la Russie pourrait avoir ou bien doit avoir entre la Russie et l'Europe et la Russie et les États-Unis qui sont le patron des Européens, j'ai envie de dire. Oui, la Chine a ouvert un nouveau terminal pour accélérer ses exportations en fruits et légumes à destination de la Russie. Y a-t-il d'autres pays qui ont saisi l'opportunité pour développer leurs échanges commerciaux? Oui, alors, je pense que dans les pays de l'organisation de Shanghai, les pays qui sont à l'intérieur de cette organisation-là ont commencé à mûrir des idées pour ouvrir des pans économiques auprès de la Russie pour développer, n'est-ce pas, cette multipolarité que la Russie aujourd'hui affirme comme étant une volonté politique par l'entremise de son ministre des Relations extérieures, Sergei Lavrov, quand il parlait à un ensemble de journalistes de son pays. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus une idéologie qui est cachée ou bien une idéologie qui est refutée par les pouvoirs publics russes. C'est une idéologie qui est affirmée. Et donc ouvrir un terminal à conteneurs aujourd'hui, et le but n'est pas seulement d'ouvrir, le but c'est quels sont les échanges qu'il y aura dans ce terminal-là et comment seront réglées les opérations qui s'y feront. Est-ce que ça sera toujours en dollars ou bien ça sera en yuan ou en rouble? Et donc c'est là la question fondamentale. Si on répond par exemple que les opérations seront réglées en yuan, on voit ici aussi toujours une dédollarisation du monde. Si les opérations se payent en rouble, c'est toujours la dédollarisation du monde. Et on rentre en plein dans cette multipolarité qui est chère aujourd'hui au président Poutine. Et ma foi, est-ce que nous, Africains, ayant connaissance de ces événements-là, on restera en berne pour ne pas participer à cette accélération de la multipolarité. Et donc, oui, il y a des États de l'organisation de Shanghai qui travaillent à ouvrir des pans commerciaux auprès de la Russie. Les sanctions visaient la Russie et les sanctions visaient principalement à affaiblir la capacité des Russes dans plusieurs domaines. Est-ce que là, l'Europe n'a pas perdu un grand marché?
Si je situe votre question de manière périodique en 2014, on va voir que à cette date, on a la révolution du Maïdan, et la révolution du Maïdan pousse la Russie à penser qu'il y a une influence étrangère sur le territoire ukrainien, et il faille, selon elle, intervenir pour sauvegarder l'influence qu'elle pourrait avoir en termes de puissance auprès de l'Ukraine. Et donc, à ce moment-là, il y a eu, avec non pas l'annexion, mais la volonté de la Crimée de se rallier à la Russie, il y a eu des sanctions qui ont été énoncées, des embargos pour faire simplement, qui ont poussé la Russie à développer toute une autre idéologie ou alors tout un autre rapport avec le monde existant. Donc maintenant, dans cette posture-là, la Russie a pensé à un autre monde, a pensé à une autre manière de faire les relations avec les autres. C'est pourquoi elle a développé tout un ensemble de paradigmes, c'est-à-dire développer un autre système parallèle au celui du SWIFT, qui est considéré aujourd'hui comme étant le levier économique par lequel il faille nécessairement faire les affaires. Or, la Russie a développé un autre système qui fonctionne pour le moins bien, parce qu'elle a dans ce système-là intégré plusieurs pays qui ont adhéré à cette logique-là. Elle a développé un autre système de paiement style Visa, le MIR, et donc elle a travaillé à ce que, bien qu'il existe les moyens efficaces énoncés par les Occidentaux pour mettre à mal son économie, elle a travaillé pour s'affranchir complètement de ce système-là et développer un système parallèle qui contrebalance les relations maintenant en termes d'affirmation d'indépendance de la Grande Russie. Et quand vous voyez cela, est-ce que les sanctions maintenant énoncées par les Occidentaux ont eu une prégnance sur l'économie russe? On peut être mitigé si aujourd'hui on analyse de façon objective, sans toutefois avoir une certaine affinité avec l'Occident. On va se dire que non, ça a été un flop, ça a été tout simplement mal pensé, que de penser du point de vue occidental que la Russie se laissera faire, juste là à gober les sanctions qui viendraient de l'Occident parce que le papa aurait parlé. Non, la Russie a développé un système parallèle qui contrebalance maintenant les sanctions occidentales. Et c'est quoi ces sanctions-là? C'est d'abord travailler sur sa population. Travailler sur sa population à dire, par exemple, que nous sommes considérés aujourd'hui comme étant les ennemis de l'Occident, comme étant les ennemis du monde moderne. On ne veut pas la démocratie. Or, il est fort remarquable que la Russie aujourd'hui a développé son économie parce qu'elle a fondé essentiellement sa théorie sur le fait que sa population adhérerait à cette logique qu'elle essaye de mettre en place. Et d'où, en 2014, l'assistance du pouvoir public apportée à l'ensemble des petits commerçants, des petits paysans, à développer une agriculture interne à la Russie pour mieux l'exporter. Aujourd'hui, comment la Russie devient caracole au niveau de la production du blé dans le monde aujourd'hui, parce qu'elle a travaillé en soubassement. C'est depuis lors que les sanctions aujourd'hui de l'Union européenne ou bien de l'Occident vis-à-vis de la Russie sont quelque peu mitigées, parce qu'il y a du répondant en face. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Belgocam 21 TV. Au sommaire de cette émission de géopolitique, l'actualité en Ukraine, le tour du monde de M. Zelensky, les sanctions contre la Russie et l'indépendance de l'Afrique. Je serai accompagné tout au long de cette émission de notre consultant, M. Etoga. Monsieur Etoga, M. Zelensky fait le tour du monde avec une communication bien précise. Pour quelle fin? Oui, c'est une lapalissade que de dire que le président ukrainien est en train de faire le tour du monde. Il se déporte virtuellement au Congrès américain, au Parlement européen, dans différentes sphères où on pratique la communication institutionnelle pour
pour montrer ici sa volonté à protéger le peuple ukrainien et protéger aussi l'intégrité territoriale de son pays. Maintenant, il faut décortiquer maintenant ces interventions au niveau de ces différents espaces communicationnels, qu'est par exemple le Congrès. Au Congrès, il va avec un objectif précis, c'est demander à ce que l'État américain lui offre des armes pour combattre au mieux les velléités agressives de la Russie. Et il le fait en pointant du doigt les images fortes qui interpellent ici la conscience collective. Quand il parle par exemple de l'attentat du 11 septembre, c'est pour interpeller un peu la gravité de la situation dans laquelle il se trouve et la gravité, faire alors par là un parallélisme dans la situation qui est la sienne et avec celle qu'a connue aussi les États-Unis à cette date fatidique du 11 septembre. Et donc, quand il fait cela, c'est pour non pas seulement capter l'attention, mais aussi avoir l'adhésion du Congrès américain à la demande qu'il est en train de soumettre à leur auguste chambre. Mais revenons maintenant ici, quand il fait son passage au niveau du Parlement européen. Mais avant d'y arriver, vous me permettrez de dire que toute communication est fondée sur un objectif, définition du message et la cible qui doit être à qui on va adresser le message qui a été défini. Et donc, quand il vient au Parlement européen, il estime qu'à ce niveau, c'est le lieu où l'OTAN est déployée parce qu'elle protège, n'est-ce pas, l'espace géographique européen. Et donc il fait une demande de protection de l'espace aérien de l'Ukraine. Et il demande en cela, une fois de plus, du matériel, non pas défensif, mais du matériel pour se projeter dans ces offensives militaires. Ne plus rester là à attendre, mais demander à ce Parlement-là les moyens nécessaires pour mettre à mal l'os russe. Et donc il le fait avec des images fortes. Donc ici, c'est une communication imagée qui rappelle encore une fois de plus les relations qui pourraient lier l'Ukraine et l'Union européenne, avec en toile de fond l'idée que l'Ukraine aimerait intégrer cette institution-là. Et quand il passe pendant son voyage, vous voyez qu'il intervient aussi dans les parlements des différents pays pour montrer ici la communication bilatérale qui pourrait exister entre les différents pays. C'est le lieu pour moi de dire ici que quand il intervient au Parlement fédéral, ici en Belgique, il pointe une fois de plus le doigt sur un élément qui pourrait être caractérisé comme fondamental dans l'économie belge, à savoir la place d'Anvers avec le développement d'un marché de luxe, c'est-à-dire la transformation du diamant. Et donc, il fait ici une comparaison ou alors une analogie en disant par exemple que il ne faudrait pas considérer que la vie humaine est moins importante que le diamant. Et donc, vous devez choisir. Il interpelle les Européens à choisir entre la protection de la vie humaine et la continuation de leur relation dans la transformation du diamant russe dans leur territoire au niveau d'Anvers. Et donc, il y a ici une sommation, j'ai envie de dire, et une interpellation à agir dans le sens qu'il voudrait que les Européens agissent. Et vous voyez là, donc c'est une communication qui empreinte de pathos et d'éthos en même temps. Donc il touche le pathos et il faut aussi travailler la raison de chaque individu au niveau de ces différentes interpellations. Mais au-delà de la communauté internationale dans laquelle il essaye d'exercer cette communication-là, vous allez voir qu'il a été refusé par exemple de parlementer, on va dire, au niveau d'Israël.
Parce qu'il y a un quiproquo qui naît sur la base peut-être encore d'une hypothèse qui voudrait dire qu'en Ukraine, il y a une base néo-nazie. Et donc, si on rentre maintenant dans l'histoire et se dit que le néo-nazisme, c'est la négation de l'existence du juif, et donc, au niveau d'Israël, ils voient mal comment un monsieur qui abrite, entre guillemets, les néo-nazis pourraient venir intervenir au niveau de leur parlement et leur raconter le bienfaisant de son action au niveau de l'Ukraine. Donc, il y a ça qui est mis en place. Maintenant, sa relation ou alors sa communication avec le continent africain, ne fût-ce que l'Union africaine, vous voyez qu'elle est inexistante, ou alors est-ce qu'il considère que l'Afrique peut l'aider dans ce conflit-là? C'est un peu ce qui, ma foi, est difficile à dire, parce que c'est inexistant, mais l'inexistence se permet de se projeter dans l'analyse et dire, par exemple, et se prononcer tout simplement, et dire que le président Zelensky n'a pas peut-être trouvé que l'Afrique est utile à sa guerre, mais trouve que les hommes africains sont utiles à sa guerre. Et donc, c'est un peu l'amalgame qui me pousse à penser que le président ukrainien n'est que là pour sauvegarder ses intérêts, certes, mais aussi pour montrer à quel point il y a une certaine négation de la puissance ou alors de la force africaine dans les relations internationales. Et on voit bien cela avec le traitement qu'on inflige aux Africains au niveau dans ce conflit en Ukraine. Nous assistons à une guerre business. Les Russes continuent à livrer le gaz à l'Ukraine. A contrario, l'Ukraine reproche l'Union européenne de continuer à acheter le gaz russe. À qui profite la guerre, finalement? La guerre profite aux marchands de la guerre. Et vous savez bien qu'il y a l'économie de la guerre. Maintenant, est-ce que les États sont partie prenante à cette économie-là? C'est toute la question. Mais avant de rentrer en profondeur dans la réponse, vous me permettrez de signaler ici que si, de façon logique, que si la Russie continue à livrer le gaz à l'Ukraine et ne l'a pas coupé entre-temps, mais bien qu'il soit en conflit, cela peut dénoter de deux choses. Et je vois ici un certain humanisme qui tend à montrer que la Russie a défini ses objectifs et elle s'en tient à les respecter. Elle n'a pas défini des objectifs de faire du mal aux civils de l'Ukraine. La Russie vise ici les néo-nazis, la dénazification, elle a dit, et restaurer un peu la dignité des russophones, des personnes qui parlent russe, ou alors des Russes tout simplement. Et la deuxième observation serait que la Russie fait face à un chantage qui ne marche pas pour l'instant, parce qu'on l'a diabolisé. On a diabolisé que la Russie c'est tout et c'est le diable, c'est le mal incarné sur terre, c'est à l'instar de son chef. Mais comment le diable pourrait poser des actes qui tendent à donner de l'amitié, de la collaboration ou alors de la sympathie vis-à-vis de son ennemi? C'est un peu il y a un quiproquo là qui tend à montrer que le discours qui est tenu est fondé sur rien. Et donc maintenant, à qui profite la guerre? À qui profite la guerre? C'est la grosse question à découvrir. Mais si on se projette dans l'analyse, on verra que d'abord les firmes qui ont la capacité de fabriquer les armes, c'est une aubaine. Et quand on fait l'analyse maintenant aussi de ces armes qui sont produites, c'est le moyen ici de placement de produits. La guerre est un moyen de placement de produits, en ce sens que vous, fabricant d'armes,
les hostilités se présentent, vous avez les armes stratégiques qui seront projetées sur le terrain pour montrer un peu la supériorité dans l'exécution, alors dans la mise à mal de l'adversaire. C'est pourquoi la Russie a connu des pertes énormes avec l'usage des drones turcs. Vous voyez ici, le matériel de guerre a une identité, a une origine qui est bien précise et vers qui les autres pays vont se retourner pour faire des achats stratégiques pour la protection de leur territoire. Et donc la guerre profite à celui qui sait que la guerre est une opportunité. Et donc l'économie de la guerre ne peut que venir, si on prend seulement le spectre de l'armement, c'est un placement de produits. Et le placement, on ne peut pas, les armes ne peuvent être placées comme des biscuits ou bien alors du cacao ou bien vendu, je ne sais pas moi où. Il faut les hostilités ou alors il faut un déploiement militaire pour tester l'arme qui a été pensée, qui a été produite en back-office. S'il n'y a pas, on n'a pas moyen de tester cette arme-là, il n'y a pas logiquement matière à démontrer ses capacités. Et donc la guerre est d'abord un placement de produits. Il y a qui profite la guerre aux différents producteurs de ces instruments de la mort. Maintenant, un autre parallèle pour montrer à qui profite la guerre, c'est qui a vocation à créer la guerre. C'est celui qui a vocation à créer la guerre qui est manifestement celui vers qui les bénéfices seront tournés. Dans la Russie qui a... Est-ce que, la question reste posée. Est-ce que la Russie a créé la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Si on se remet maintenant dans l'histoire, vous allez voir que la Russie, pour certains, répond à une attaque ou alors à des offensives en soubassement qui étaient produites ou alors faites par l'OTAN ou alors l'expansionnisme occidental vers les frontières russes pousse cet État-là à se défendre. Et donc maintenant, vous voyez qu'on va utiliser un autre objet communicationnel au niveau de la Russie pour démontrer que nous ne sommes pas en guerre, mais nous nous défendons. Oui. C'est pourquoi un certain ministre non pas un certain ministre, mais un oligarque au niveau de la Russie estime qu'on n'a pas respecté assez la Russie. Et donc il revient sur la scène internationale pour marteler de main ferme que nous sommes présents, vous ne pouvez plus faire sans nous, vous allez faire avec nous, ou on va faire avec vous ou sans vous. Et donc l'action qui est menée démontre ici une déconstruction de l'idéologie occidentale dans sa vocation à produire les guerres sans toutefois les produire. Donc elle produit la guerre, mais en sous-bassement, en moyen de communication, vous disent qu'elle ne produise pas, elle n'a pas produit la guerre. Et à qui profite cela? La guerre profite d'abord à celui qui a pensé la guerre. Et donc, si on sort par exemple l'opération spéciale russe profitera certainement à la Russie. Si on analyse même la dénomination de l'opération spéciale russe, vous voyez, on mène une opération en réponse à une agression. C'est peut-être une riposte. C'est une riposte parce que c'est sans attaquer. Maintenant, je voulais parler de à qui profite la guerre pour montrer ici que si on prend le cas libyen, à qui a profité les événements qui se sont passés en Libye? Nécessairement à l'Occident. Ils ont bloqué les avoirs. Ils ont bloqué les avoirs du guide libyen. Ils ont bloqué plein le gaz qui est tiré au niveau le pétrole qui est tiré au niveau de la Libye, qui les gère maintenant, c'est les États-Unis, toutes ces forces en présence là qui ont combattu pour l'élimination du guide libyen. Et maintenant, à qui a profité les événements qui se sont passés en Libye? C'est naturellement aux Américains, aux États là qui ont, ou à la France, naturellement, de façon simple.